Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Perfect Actu, le tout dernier numéro de la semaine. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de regarder cette émission qui va s'articuler autour des trois principaux sujets. D'abord, ces dossiers Lobito, ces partenariats stratégiques entre les États-Unis, la RDC et l'Angola autour de l'exploitation de nos ressources minières. La grande question qui se pose à Kinshasa, Félix Tshisekedi a-t-il bradé les ressources minières de la RDC? Pourquoi le port de Lobito alors qu'il y a le port de Mwanda en République démocratique du Congo? Des questions qui taraudent l'esprit de plusieurs Congolais. On va aussi faire le point sur le débat toujours en vogue, le changement de la Constitution. Le pouvoir qui continue de marteler sur le changement et de l'autre côté l'opposition qui prévoit des actions de terrain pour barrer la route à cette démarche initiée par le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Une première opposition déjà dans l'Union sacrée en rapport avec ces dossiers. On en parle également. Jean-Pierre Bemba qui avait signé une sortie médiatique il y a 2 jours pratiquement au cours de cette émission. Il avait dit que l'actuelle constitution ne prévoyait pas les mécanismes de son changement, mais un jour après, il s'est ressaisi pour dire qu'il soutenait la révision, soit le changement de la constitution. Bemba a-t-il été sermonné? Tentative de réponse dans cette émission. On va aussi aborder la question de la ville de Kinshasa, les embouteillages qui sont devenus pratiquement le vécu quotidien des Quinois. Le VPM des transports, Jean-Pierre Bemba, fait savoir que partout au monde, il y a des embouteillages. Et on se pose la question de savoir, Daniel Bumba est-il toujours l'homme de la situation, vu la situation dans laquelle la ville se trouve? Nous en parlons dans cette émission avec 2 invités. Le premier déjà avec nous, il s'agit de Lupsin Mukanza de la CRD, de Christophe Mbosonkodia, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Hervé, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis très heureux une fois de plus de pouvoir me retrouver avec vous pour commenter l'actualité de l'heure. Je salue aussi mon co-débatteur qui est arrivé. En retard d'ailleurs. Ouais. Comment allez-vous? Non, ça va, ça va. Et comment se porte la CRD? Oui, la convention pour la République et la démocratie. Il ne vieillit pas, apparemment. Bon, comme le parti ne vieillit pas aussi, nous ne sommes pas un jeune parti politique. Hein. Notre parti est né depuis 1998, donc nous n'avons pas commencé à exister dans le pouvoir, nous avons commencé dans l'opposition. Souvenez-vous, en 2006, le président Bosso était candidat président de la République. Et là, la CRD existait déjà, donc nous continuons. Et il est là, il est encore très fort et au service de la nation. À travers 2 ans, il continue de lire sans porter des vers, c'est exceptionnel. C'est une discipline, c'est cette même discipline qu'il a. Qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il consomme? Non, il a ses principes personnels. D'abord, c'est quelqu'un qui ne prend pas de l'alcool, quelqu'un qui respecte le régime. Ah, l'uison ici te consomme des litres d'alcool. Non. Vous voyez, vous-même vous avez constaté qu'il a l'âge avancé, mais il est sans lunettes, même à 2 mètres, il peut voir, il peut lire, ça signifie que c'est quelqu'un qui est très discipliné, autant qu'il est discipliné sur le plan politique, autant aussi qu'il est pour lui-même, pour sa santé aussi. Très bien. Allez, vous croisez sur ces plateaux un cadre de l'Ensemble pour la République, il s'appelle Patrick Mvi, MVI. C'est non compliqué. Ce n'est pas un Congolais, celui-ci. Comment allez-vous? Merci beaucoup, monsieur Hervé. Toujours un plaisir, comme j'ai l'habitude de le dire, de passer sur ces plateaux de télévision. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser parce que je suis venu en retard. Vous connaissez un peu les aléas de notre pays. Des fois, c'est à se poser des questions si les décisions prises par les autorités concernant la circulation routière sont réfléchies. Et déjà arrivé ici, c'est vraiment comparable à un périple des 12 travaux d'Hercule. Les embouteillages sont partout à travers le monde. Les transports, là. C'est compliqué, mais sinon, Dieu nous a fait grâce. Voilà, nous sommes là, donc c'est bon. À merveille, comme d'habitude, un parti bien assis, avec des têtes bien réfléchies. Nous sommes en train de peaufiner des actions, des stratégies, des mécanismes avec une vision bien établie afin de pouvoir gérer ces pays comme il se doit, comme nous le prétendons en 2028. Moïse Katumbi est-il? Non, jusqu'à nouvel ordre, je ne pense pas qu'il y ait eu... Pardon?
Au-delà d'être un politicien, Moïse Katumbi est d'abord un homme d'affaires, comme vous le savez. Donc il a différentes activités qu'il peut exercer à l'étranger, avec différents partenaires. Donc il ne peut pas non plus rester cloîtré à Kinshasa. Donc il a des affaires privées à lui qu'il règle. Les moments venus, il va revenir. Très bien. Allez, on ouvre le débat avec vous, Lupsin, parce que vous étiez le premier à arriver sur ce plateau. La ville de Kinshasa, les embouteillages, l'insécurité. Le ministre de la Justice a lancé d'ailleurs l'opération Zéro Kuluna. Il promet l'exécution même de la peine de mort contre ces criminels, on va le dire comme ça. S'il faut parler d'abord de la personne de Daniel Bumba, est-ce que vous pensez qu'à ce jour, plus de 100 jours après son accession à la tête de Kinshasa, Bumba est-il toujours l'homme de la situation, ou on peut se dire que les députés provinciaux s'étaient trompés des personnes? Merci beaucoup. Je pense que, comme je l'ai dit sur certains plateaux aussi, au sujet de la gouvernance de la ville de Kinshasa, et là, je ne peux pas donner ma langue au chat. Et nous déplorons quand même la façon dont la ville est gérée. Et moi, je me dis, ce n'est pas parce que nous sommes de l'Union sacrée qu'il faut bercer la mauvaise gouvernance. Non, non, c'est ça aussi. Et appeler les élus provinciaux à une responsabilité. Et à un moment, nous avons crié à ses paroles quand il était à la campagne. Il dit la ville de Kinshasa, il parlait, mais au bout de quelques mois ici, voir comment, je me dis que M. Daniel Bumba, en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas une idée réelle, ou bien un programme réel pour la ville de Kinshasa. Les actions initiées d'abord en désordre, et ici, dans la commune de la Gombe, peut-être pour montrer, parce que c'est une commune où les institutions de la République sont basées, peut-être pour prouver comme s'ils étaient tentés de travailler, mais vous voyez, sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, c'est pratiquement une ville qui est abandonnée, je peux vous le dire comme ça, une ville qui est abandonnée. Toutes les routes, je dis bien toutes les routes, sont dans un état de délabrement très prononcé. Et dans toutes les communes, les routes, ce sont des routes de moins d'1 kilomètre parfois. C'est-à-dire d'ici pour déboucher sur la grande route. C'est au gouvernement provincial d'établir une politique pour pouvoir quand même aménager les routes. Mais on ne peut pas voir ce que nous sommes en train de... C'est comme une ville. Vraiment, vous vous réveillez chaque jour, des trous profonds de 2 mètres sur la voie publique, et personne ne vient, personne n'en parle. Et ce qui est encore drôle, je me demande, même les députés, les fameux députés provinciaux qui ont élu M. Daniel Bumba, comment on peut voir l'état dans lequel se trouve la ville de Kinshasa et rester silencieux, même pas de questions orales avec débat, même pas une interpellation et tout ça, pour savoir ne fût-ce que qu'est-ce qui s'est passé. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons vu quand même les élus du peuple ont pris pour interpeller le ministre des infrastructures. Vous avez bloqué leur démarche malheureusement. Non, les autorités morales de votre plateforme ou famille politique. Non, je ne peux pas dire... instruit aux députés de retirer leur signature. Non, je n'ai pas la procédure. La procédure, il y aura plénière certainement. Et c'est au cours de la plénière que les choses vont se décider. À ce stade, nous ne pouvons pas dire que la procédure a été... À ce stade, on a vu les autorités morales instruire leurs députés. On ne se prononce pas à la télé. Retirer leur signature. On se prononce à la télé, peut-être... Des communiqués ont circulé à travers la toile. Ces communiqués-là vont avoir effet dans une plénière. Ça ne se passera pas comme ça. Ils doivent aller maintenant se prononcer dans une plénière. Mais, étant donné que la motion a été déposée en bonne et due forme, le ministre doit se présenter. Et s'il y aura des motions incidentielles pour bloquer la machine, nous mettons les élus devant les responsabilités. Il en est de même aussi pour les élus. L'Assemblée provinciale. Pratiquement, c'est une assemblée provinciale. Je ne sais pas si c'est constitué des élus. 100% union sacrée d'ailleurs. Non, c'est une inconscience qu'on ne peut pas tolérer quand même. Si on aime vraiment les chefs de l'État, si on aime le président de la République... Vous vous protégez, vous êtes dans cette politique. On tente d'interpeller Guissaro dans les projets Kinshasa Zéro Trou. Les autorités morales font bloc pour dire pas d'interpellation. Nous, à la CRD, la Convention pour la République et la démocratie, le parti cher à l'honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et nous sommes rattachés à la République. C'est ça nos valeurs. C'est-à-dire quand il y a le mal, nous nous prononçons sans tabou, parce que nous sommes venus aux côtés du président de la République, ce n'est pas pour faire le figurant, c'est l'aider à réussir son mandat. Mais avec des idées, parce que c'est lui qui rendra le compte au peuple. Mais tout ce qui l'accompagne, notamment le gouverneur dont il est question ici, il doit aussi redoubler d'efforts pour être à la hauteur.
Parce que ça qui a... Vous voyez les embouteillages, vous venez d'en parler aussi. C'est un problème aussi. Mais il peut réunir la police de circulation routière ici, donner des instructions. Ils ont pris des mesures ici de sens unique. Ça, c'est venu encore... service national. Compliquer la situation ici. S'il n'a pas de conseillers, il y a beaucoup de gens qui ont géré cette ville-là, à qui il peut demander conseil. Parce que là, ça ne va pas. Très bien. Une dernière question avant de passer la parole à Patrick. Vous avez évoqué ici le projet Kinshasa Zéro Trou. Ce projet qui a coûté à la République plus de 30 millions de dollars américains. Un projet conçu par Samalukonde comme Premier ministre et placé sous la supervision du ministre Guissaro. D'après le ministre d'ailleurs, ce projet a été exécuté à 87%. Mais lorsque vous voyez la ville de Kinshasa à ces jours, est-ce qu'on peut dire que le ministre est sérieux envers lui-même ou il se moque des Kinois? Je pense que, au regard des chiffres avancés et même le taux de pourcentage d'exécution de ces travaux-là, maintenant avec la réalité sur le terrain, ça ne cadre pas, ça il faut le dire. Mais il y a des routes aussi qui ont été réhabilitées ici, qui n'ont duré que 4 mois, 5 mois. Mais c'est quoi le problème? Là aussi, la responsabilité lui revient. Quand on débourse l'argent, ce sont des fonds publics de l'État. Il faut qu'il y ait aussi le suivi pour superviser les travaux, la qualité des travaux qu'on est en train d'exécuter sur le terrain. Est-ce que ces travaux-là sont conformes aux normes en cette matière? Si ce sont des travaux bâclés, ou carrément soit vous êtes complice, pour qu'on réalise les travaux bâclés, peut-être qu'on en tire aussi des dividendes. Comment on peut être satisfait qu'on a exécuté des travaux à hauteur de 80% et qu'à ce jour, Kinshasa n'ait pas de route? Une route peut durer 30 ans, 20 ans. Pourquoi les routes de Kinshasa ne font que quelques mois, 2 mois, 3 mois? Il y a de la complaisance dans Maximum une année. Maximum une année. Il y a beaucoup de complaisance. Mais maintenant, je pense que il y a lieu, si ces travaux-là ont été mal faits, et que, du fait qu'il a été interpellé là-bas, qu'on tire des conséquences. Exactement. Merci beaucoup. Allez, vous avez la parole, cher Patrick. Les embouteillages frappent toutes les villes du monde, d'après le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo. Ce qui se passe à Kinshasa n'est pas extraordinaire. Même à Paris, aux États-Unis, Washington, Londres, un peu partout, on peut trouver des embouteillages. Est-ce que vous pensez que la mesure ou le sens unique alterné, décision prise par le VPM des transports avec l'hôtel de ville de Kinshasa, était une mesure réfléchie? Est-ce que ça nous a apporté la solution ou le problème s'est accentué davantage? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais dire que je suis adepte du bon sens et de la sincérité. J'aimerais lancer un chapeau bas à mon co-débatteur. Vous savez, là où les choses c'est A, il faut dire que c'est A. Même si nous avons des familles politiques différentes, je crois que la sincérité doit primer la vérité, parce que c'est pour ça que nous sommes engagés dans la politique. Parlons de embouteillages et consorts. Je crois qu'avant d'établir toute action, il faut d'abord réfléchir en amont avant de pouvoir se lancer. Il est clair que dans ces pays, nous aimons bien avancer des chiffres, parler, faire des éloges des gens. Mais en réalité, quand on fait le parallélisme entre les dire et le faire, il y a un grand fossé au fait. Et c'est ce que nous sommes en train de constater actuellement. Le VPM du transport a pris des mesures. Mais moi, je me pose la question, depuis que le monde est monde, est-ce qu'en RDC, plus particulièrement à Kinshasa, nous avions déjà pris des mesures pareilles? Sens unique. Alterné. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, ce sont des Français qu'on nous sort tout simplement pour pouvoir justifier des choses qui n'ont ni tête ni queue. Nous avons déjà un problème des routes. Ça, c'est qu'il faut qu'on se comprenne. Kinshasa, c'est plus de 2500 km de routes qui ont de l'endroit normalement construire. Vous comprenez? Mais malheureusement, nous n'avons pas ces 100% de construction autour de Kinshasa. Les infrastructures posent un énorme problème sérieux. Qu'est-ce qu'on devait faire normalement? Cibler les axes potentiels pour pouvoir désengorger en construisant des routes. Pour désengorger, justement, c'est là. Comment pouvez-vous comprendre que pour venir en ville, nous n'avons que les axes que nous connaissons? Et quand ça bloque, ça pose énormément de problèmes. Et déjà que ces problèmes-là, les matins, nous avons un grand trafic, tout comme le soir, et vous dites alterner sens unique. Bon, déjà sur cette bande-là, ça pose déjà problème parce qu'il y a tellement de gens. Comment vous pensez pouvoir résorber le problème des embouteillages avec ces mécanismes? Non, c'est vraiment déplorable. Moi, je pense que le ministre, avec son équipe, je ne pense pas qu'il aille à prendre cette décision seul,
n'a pas vraiment bien réfléchi ou encore n'a pas eu le temps de bien élaborer son plan d'action parce que c'était vraiment une faillite. Parce qu'à voir ce qui se passe actuellement sur le terrain, c'est pire qu'avant. C'est vraiment pire, comme mon co-débatteur l'a dit. C'est inhumain en fait ce que nous sommes en train de vivre. Je vous ai dit tantôt ici que je suis venu en retard. Il fallait voir comment est-ce que je suis arrivé ici. Et cela entraîne automatiquement la hausse des prix également, parce que ça complique la situation. Parce que si la route était fluide, facilement on arriverait sur Plateau ou ailleurs et on paierait un coût inférieur. Mais aujourd'hui, pour arriver ici, vous pouvez quitter Kassavou, vous pouvez quitter Limité pour arriver ici, vous déboursez 7 000 ou 8 000 francs. Vous comprenez ça? Et pourtant, c'est à 0 mètre d'ici. Donc moi, vraiment, je suis estomaqué par rapport à cette décision. Je me pose la question si ça a été pris sur base de réflexion, d'analyse et d'observation, ou encore ça a été pris la va-vite tout simplement pour faire plaisir à qui? Je ne sais pas, mais généralement, on aime bien faire plaisir au chef de l'État. Mais le grand problème, c'est que quand on prend des décisions pareilles, ça entache le chef de l'État. Parce que c'est lui le garant de la nation. Ce que les gens oublient, c'est que c'est lui qui est redevable devant le peuple. Les différents ministres sont redevables devant les assemblées et consorts, les députés, mais lui, le président de la République, est redevable devant le peuple. Quand on parle du régime, quand on parle en mal de la gestion, on ne voit pas les différents ministres, on voit la tête du pays. Exactement. Mais en réalité, il y a des gens qui sont dans différents secteurs que l'on peut appeler en quelque sorte des partenaires à nous qui sont censés normalement trouver des solutions par rapport à ce secteur-là. Donc pour les secteurs de transport, pour terminer là, c'est vraiment un échec patent, hein, c'est vraiment mal réfléchi. On n'a pas réussi en tout cas dans ce secteur-là. Alors concrètement, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux nous donnent l'impression de faire la sourde oreille. C'est comme s'ils ne sont pas du tout concernés par la question. On ne s'est même pas interpellé, que ce soit le ministre provincial des Transports, soit encore le gouverneur de la ville. Concrètement, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, déjà, attendre d'une assemblée mécanique, moi j'appelle ça mécanique parce que nous savons comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Grand-chose, je ne pense pas que nous devrions attendre grand-chose d'eux. Tout simplement que, parce que nous avons vu comment est-ce que Daniel Bumba est arrivé au pouvoir comme étant gouverneur. Il a été élu. Vous avez vu tout ce qu'il a eu comme tollé avec Augustin Kabouya, tout ce qu'il a eu à parler comme étant motivation, et pourtant c'était affilié normalement à une corruption. Mais vu qu'on est au pouvoir, ils sont au pouvoir, qu'est-ce que vous voulez que l'on dise? Mais si c'était quelqu'un d'autre, ça allait être monts et merveilles, ils allaient soulever, retourner des ciels tout simplement pour pouvoir mettre cette personne en prison. Autrement dit, nous avons des gens qui sont au niveau du Parlement, que vous appelez députés, mais qui obéissent à une autorité morale. Or, quand on devient député, on sert la République. On sert la République. On est au service du peuple. On n'est pas là pour parler de X personnes d'autorité morale et qu'on sort. Déjà que cette expression autorité morale, je ne suis jamais d'accord avec ça parce que derrière cette expression, on ne voit même pas de moralité par rapport aux actions qu'ils sont en train de poser. Alors, Daniel Bumba est arrivé. Moi, j'aimerais revenir à l'amont. Vous savez, quand on fait un casting pour pouvoir donner des responsabilités à une personne, il faut voir, il y a un CV, hormis le CV, il faut aussi voir si cette personne-là répond vraiment aux qualités requises pour pouvoir assumer cette responsabilité. Qui a choisi Daniel Bumba comme état candidat de l'UDPS pour être gouverneur de Kinshasa? Il fallait voir quels étaient ses antécédents. Qu'a-t-il déjà eu à gérer? Est-ce qu'il a déjà bien excellé ou pas? Parce qu'il y avait beaucoup de candidatures. Pourquoi on n'a pas voulu laisser ceux qui étaient en mesure de pouvoir les faire? Ceux qui avaient une certaine expérience dans ces secteurs-là. Écoutez, la ville de Kinshasa est une mégalopole. Vous comprenez? Elle a à son sein énormément de défis, énormément de problèmes. Nous n'avons pas besoin des gens qui nous finissent d'une litanie des Français, nous avons besoin des technocrates pour pouvoir résorber le problème au niveau de Kinshasa. Regardez tout simplement le problème de curage des caniveaux. On vous dit, gérer, c'est prévoir. Ne savait-il pas que Kinshasa a un problème avec les caniveaux et consorts pour l'évacuation d'eau? Nous étions pendant la période de la saison sèche. Quels sont les mécanismes qui ont été mis en place? Après qu'il a été, entre guillemets, voté au niveau de l'Assemblée provinciale, quel est le projet ou encore les actions qu'il a eu à mener pendant plus de 6 mois, 7 mois, pour pouvoir déjà prévoir toutes ces histoires ici? Rien. Mais il a fallu que la pluie arrive et que nous puissions connaître les inondations que nous sommes en train de voir. Il dit que c'est la pluie qui dévaste tous ces projets. Mais maintenant là, mais allez, la pluie, vous les OPC Kanda. Mais non, IPC Kanda comment? C'est un fait naturel. Quand vous voulez gérer, vous attendez à tous les coups, non? Que ce soit naturel ou encore extraordinaire. Comprenez? Alors, on a commencé à curer par exemple les caniveaux, ça c'est juste un cas particulier, mais on dégage la saleté, on laisse à côté. Et quand il pleut, ça revient dans les trous. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comprenez? Comme mon co-débatteur a dit, il y a un problème de suivi sérieux. Il y a un problème de suivi. On peut beau prendre peut-être certaines décisions ou encore donner des ordres, des injonctions, mais s'il n'y a pas de suivi dans ça,
Il y a un désordre, c'est justement l'un des problèmes sérieux de notre pays. Il n'y a pas un suivi dans différents projets, dans différentes actions que les gens sont en train de mener. Et c'est ce qui pose énormément de problèmes. Alors, à voir comment le gouverneur actuel est en train de gérer la République, et plutôt la ville de Kinshasa, et on se pose des questions, si ne vaut-il pas encore mieux revenir avec ses anciens, ses précédents gouverneurs qui l'ont précédé avant, même si bien évidemment eux non plus n'ont pas excellé. Mais on s'attendait à mieux de ces gouverneurs actuels, mais il faut comprendre qu'il a vraiment échoué, il déçoit les Kinois. Voilà. Est-ce que les députés provinciaux, ça c'est la question que je pose à vous deux avant de prendre la deuxième thématique, Daniel Bumba doit-il être maintenu jusqu'à la fin de son mandat, ou vous pensez qu'il faut déjà pousser les députés à le destituer? Bon, j'estime qu'il a déjà fait ses preuves dans le laps de temps qu'il a eu à passer à la tête du gouvernorat de la ville de Kinshasa. Il est clair qu'il faut le mettre de côté. Il n'est pas du tout en mesure de trouver les solutions aux problèmes des Kinois. C'est clair, il ne faut pas aller par le dos de la cuillère pour comprendre cela. Très bien. Faut-il destituer déjà Bumba? Je pense que les députés provinciaux doivent s'assumer. Approchez-vous de votre micro. Je pense que les députés provinciaux doivent s'assumer. Moi, je veux particulièrement m'adresser à eux. Hein. Et l'Assemblée provinciale de Kinshasa est constituée pratiquement à 99%, ou 100% même, des députés de la majorité de l'Union sacrée. Chers députés, vous êtes arrivés là-bas. 100%. Vous êtes arrivés là-bas, c'est pour aider à travers le loi, le contrôle que vous allez initier pour que la ville de Kinshasa soit très bien gouvernée. Et dans vos circonscriptions respectives, à Lemba, Kisenso, Matete, où vous avez été voté, c'était pour plaider à ce que les conditions de ces populations-là soient améliorées. Exactement. Mais après un temps, chers honorables députés provinciaux de la ville de Kinshasa, qu'est-ce que vous pouvez dire quand vous regardez à vos électeurs l'état dans lequel se trouve la ville de Kinshasa? Je pense qu'il doit prendre les responsabilités en respectant les règlements intérieurs de leur assemblée, notamment en commençant soit par une interpellation avant d'aboutir à une sanction. Peut-être que le gouverneur dort, ou soit il a pris un nombre important de députés qu'il a mis dans sa poche, et que ces derniers sont incapables de parler. On revient encore sur avec ce qu'on a vécu avec Ngobila. Je l'ai dit parce que, non, je l'ai dit, je n'ai pas dit que c'est ce qu'il a fait. Oui, je n'ai pas dit c'est ce qu'il a fait, mais je suppose, parce qu'il est incompréhensible que les députés provinciaux gardent silence en voyant comment la ville de Kinshasa se présente. C'est ça mon questionnement. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'il n'est pas libre. Il y a un député. Même les ministres provinciaux, ils ne sont pas libres. Il y a les députés élus des Matete, Diabanza, qui nous alertent qu'il y a des fonds qui sont déjà décaissés pour l'assainissement de la ville, pour la construction, la réhabilitation des routes, bien que sur terrain, c'est le contraire. Mais c'est bien bon de faire des déclarations comme ça. Mais les effets sur terrain. Mais quand ils voient que quand vous annoncez qu'il y a des fonds qui ont été débloqués, mais ces fonds-là qui ont été débloqués ont servi à quoi? Mais vous, en tant qu'élu, vous devez nous rendre encore compte que l'argent est sorti, mais ça servit à quoi? Merci beaucoup. Allez, on va prendre le sujet qui va vous diviser. Le changement de la Constitution. On commence avec vous. Patrick, le changement de la Constitution. Le président fonce. Il faut doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle Constitution qui va cadrer avec ses réalités, qui va cadrer avec sa culture. L'actuelle Constitution est une malédiction pour l'UDPS et son secrétaire général. L'actuelle Constitution limite le pouvoir du chef de l'État. Il y a des projets qui ne savent pas être exécutés parce que la Constitution impose des limites. Du côté de l'opposition, vous vociférez, vous mobilisez la rue pour barrer la route à ces schémas. Vous prêtez même, le président de la République, l'intention de vouloir s'éterniser au pouvoir et arracher un troisième mandat. En quoi le changement de la Constitution vous dérange, vous de l'opposition? Merci beaucoup. Je crois que cette question, il va falloir le prendre avec beaucoup plus de réflexion. Il ne faut pas le prendre à la va-vite. J'aimerais d'abord parler d'Augustin Kabouya, qui parle de plusieurs choses à la fois, parce qu'il n'arrive pas à cadrer ce qu'il dit. Des fois, il parle de la révision, des fois, il parle de changement de la Constitution. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul, parce que plusieurs personnes... Il n'est pas dans la révision. Voilà, donc différentes personnes ont intervenu dans ce sens. Des fois, on les entend parler de la révision et des fois du changement. Il faut faire la différence entre les deux. Il y a la révision et les changements. La révision, c'est tout simplement l'ensemble des textes dans la Constitution où l'on peut retoucher certains articles
aux besoins en fonction de certaines réalités ou de certains besoins. Ça, c'est la révision et d'ailleurs, c'est prévu dans la Constitution. Exact. Mais le changement, par ailleurs, n'est pas prévu dans la Constitution. Au contraire, elle est prohibée. L'article 64, alinéa 2. Vous comprenez? Si vous pouvez lire, vous allez voir de quoi est-ce qu'il en parle. Alors, nous comprenons, nous voyons le président de la République. Moi, j'ai toujours dit, il est très important que quand on devient chef ou on accède à la responsabilité suprême d'un pays, pour ne pas parler seulement du président ou encore d'autres responsabilités, mais s'entourer de gens qui vous donnent des bons conseils pour pouvoir aller. Vous avez dit article 64, alinéa 2. Allez-y. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Okay. Elle est punie conformément à la loi. Voilà. C'est quoi tout renversement du régime constitutionnel. Mais le président, quand il vous annonce que l'on va faire un changement de la Constitution, c'est quel article de la Constitution? Non, on va changer l'intégralité de la Constitution. Mais justement, c'est ce que je dis. Changer, c'est là. Ça suppose que quand on prend cette Constitution actuelle, on la jette à la poubelle. Et quand on la jette à la poubelle, tout ce qu'il y a comme institution actuelle, ça tombe. Donc le président de la République, s'il acceptera qu'il ne sera plus président de la République, d'accord, toutes les institutions tombent. Parce qu'en réalité, ils n'auront aucun soubassement juridique, un fondement constitutionnel pour pouvoir fonctionner. Ça tombe caduque. Or, faire cela, c'est affilié à un coup d'État. Normalement. Vous comprenez? Parce qu'on vous a dit tantôt ici que la révision, elle est prévue. Mais les changements, non. Donc, parler déjà des changements. Si nous étions dans notre issue, logiquement, le président serait interpellé. Kabouya serait interpellé. Vous comprenez un peu cela? Parce qu'on ne peut pas parler du changement aussi longtemps que la Constitution l'interdit formellement. Ça, c'est un. Deuxièmement, le président a avancé des arguments, parce que vous n'en avez pas parlé, parce que bon, il va falloir que je comprenne cette affaire-là. Parler de la Constitution. Quelles sont les raisons qui voudraient que nous puissions changer cette Constitution-là? Ou encore réviser, si on peut mélanger les deux. Le président avance l'article numéro 217. Si vous pouvez lire, nous allons essayer d'analyser aussi. Évoluer. Voilà. Alors, le président parle de l'article 217 en disant qu'il y a un article dans la Constitution 217 article 217. Oui. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ok. Le président de la République. Ça représente une menace. Voilà. Selon le président de la République, c'est ce qui est écrit là-bas, 217. Mais le président nous a laissé attendre. Déjà, Kabouya nous a laissé entendre que c'est une malédiction, cette constitution. Deuxièmement, le président nous laisse entendre que c'est une disposition prévue pratiquement pour vendre nos terres aux autres pays africains, tout simplement pour la paix. Le pasteur Vassilom nous dit que la constitution nous oblige même de céder. Ça. Mais ce n'est pas écrit là-bas. C'est des mensonges purs, tout simplement. Mais moi, je me savoir. Le président de la République a été président de l'Union africaine pendant une année. Cette disposition est reprise dans toutes les constitutions des pays africains qui sont membres de l'Union africaine. Ne savait-il pas que cette disposition est placée là? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, on parle de souveraineté, on ne parle pas de territoire. La souveraineté est différente du territoire. Quand on parle de souveraineté, on voit l'autorité, le pouvoir qu'a une nation ou un pays, un peuple ou un État sur ses terres, vous comprenez? Ou encore sur son argent, peu importe, ça veut dire que tout ce que vous avez comme avoir, le pouvoir ou l'autorité que vous avez sur cela, c'est ça la souveraineté. Mais on ne parle pas de la cession de terre. Mais je crois que dans cette même article, il y a le deuxième alinéa où on parle maintenant de la cession. Maintenant, il va falloir faire la différence entre terre ou territoire et souveraineté. Donc, cet article parle de la souveraineté, un abandon partiel. Je vous donne un exemple. Les ambassades que nous avons ici, nous leur avons donné un espace où ils ont la souveraineté. Nous avons fait un abandon partiel de notre sol partiel, de notre souveraineté plutôt, pour que ces gens puissent se gérer. Et c'est un principe de réciprocité, parce que il y a la même façon que nous avons ici, des ambassades de pays étrangers, et aussi ont réservé des espaces chez eux aussi où nous nous occupons. Mais ça ne veut pas pour autant dire que cette terre leur appartient. Au cas où il y a un problème diplomatique et que nous rompons nos relations diplomatiques, ils dégagent de nos terres et pareil, nous faisons pareil, nous rappelons aussi également nos représentants au niveau de leur pays. Vous comprenez cela? Ça, c'est un exemple de la souveraineté. Je vous donne un autre exemple de la souveraineté. Le Brazza, par exemple. Le Congo-Brazza, par exemple. Ils ont leur souveraineté sur leur étendue du territoire, par exemple. Mais ils utilisent la monnaie, parce que la monnaie aussi fait partie des éléments de la souveraineté. La monnaie qu'ils utilisent n'est pas fabriquée au Brazza, à Brazza plutôt. C'est les francs CFA, qui est fabriqué en France, si je ne me trompe pas. Mais utilisé par ces différents pays
qui forment un bloc avec le franc CFA. Ils ont abandonné partiellement leur souveraineté sur la question de la monnaie. Mais n'ont pas dit qu'ils nous ont abandonné les territoires. Mais aujourd'hui, nos amis de l'Union sacrée voudraient faire croire à la population congolaise qu'abandonner partiellement sa souveraineté, liée à l'article 217, qui fait état des relations internationaux, veut dire que nous allons vendre nos terres. C'est un mensonge, c'est une hérésie. Or, l'article 217, si je ne me trompe pas, l'alinéa 2, parle exactement aussi de la cession des territoires. Quand est-ce que... 214, je pense. Plutôt 214, voilà, merci beaucoup. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais, consulté par voie de référendum. Voilà, c'est l'alinéa 2 de l'article 214. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il faut parler de territoire, s'il faut aujourd'hui vendre, qui d'abord va s'engager pour vendre cette terre-là? Selon vous. S'il y a aujourd'hui quelqu'un qui doit vendre, c'est qui? C'est le peuple congolais qui est souverain. Très bien. Alors, par l'entremise du président, s'il vous plaît. Par l'entremise du président de la République. Mais on vous dit que pour que ces terres-là partent à l'étranger de façon définitive, il faut qu'il y ait un référendum. Exact. Et ce référendum, c'est le peuple congolais qui va décider que l'élo oyo biso tonini mabeli na biso kende et pas voisin. Or, je ne vois pas un Congolais qui a toute sa tête en place et toute sa conscience, accepter lors du référendum, voter que non, nous acceptons de vendre ou encore de céder notre territoire à un pays étranger. Très bien. Donc si on regroupe tout cela, vous comprenez tout simplement que c'est de la manipulation et du mensonge qui a été raconté. La manipulation n'est-elle pas du côté de l'opposition qui prête à Félix Tshisekedi à ce jour l'intention de vouloir briguer un troisième mandat, comme vous l'avez fait à Kabila, troisième faux penalty, violation de la Constitution? C'est pratiquement la même méthode, le même combat que vous voulez aujourd'hui porter contre Félix Tshisekedi, qui vous dit clairement qu'il n'a pas l'intention d'avoir un troisième mandat. Le changement de la Constitution sera bénéfique pour les Congolais. Pourquoi voulez-vous prêter au président de la République l'intention de vouloir briguer un troisième mandat? Vous avez dit tantôt ici que mis à part les articles qu'ils ont eu à citer, qui d'ailleurs ne cadrent pas avec leur dire, que l'intention est justement d'accorder, de marier la réalité congolaise et la nouvelle constitution qu'ils aimeraient bien créer. Alors moi je me pose la question, qu'est-ce qui fait à nos jours le blocage du bon fonctionnement de l'État au niveau de la constitution? Quel est cet article que vous me dites? Ou encore ces lots d'articles qui font que la réalité congolaise n'est pas mariée à cette constitution, qui empêche le chef de l'État, par exemple, de finir la guerre à l'Est, qui empêche le chef de l'État de résorber le problème du social du Congolais, qui empêche au chef de l'État de pouvoir construire les routes comme il se doit, qui empêche au chef de l'État de tenir ses promesses qu'il a eu à faire depuis 6 ans jusqu'à présent. Non, c'est ça justement l'instrumentalisation. Parce qu'on nous dit que la constitution actuelle ne cadre pas avec la réalité congolaise. Mais que l'on dit, c'est quelle est cette réalité-là qui ne cadre pas avec la Constitution? C'est là où le bas blesse. Alors, ça fait 7 ans, bientôt, disons 6 ans que le président de la République est président de la République. Mais il y a 7 ans, il était dans l'opposition. C'était le même texte, cette même Constitution, qu'on a eu à déplorer, et avec nous, quand l'ancien régime a voulu la réviser ou encore la changer. Le président de la République, il y a des vidéos qui existent où il a parlé de la Constitution. Ce n'est pas la Constitution qui empêchera au président de la République de bien nourrir la population. Ce n'est pas la Constitution qui vous empêche. Pourquoi ils avaient décrié cela? Et aujourd'hui, ça devient une Constitution maudite. Alors moi, j'aimerais bien réfléchir. Si réellement c'est une Constitution maudite, si réellement il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans cette Constitution, qui empêchent le gouvernement ou encore le pays de bien fonctionner, c'est que l'UDPS actuel, ou encore le président actuel, Kabouya et consorts, quand ils étaient dans l'opposition, ils avaient réellement vu ces menaces, mais parce qu'ils voulaient devenir d'abord titulaires et ensuite changer cela. Alors ça, c'est être malhonnête. Parce que vous avez vu qu'il y avait un truc qui clochait. Pourquoi ne pas avoir accepté à l'époque que Kabila puisse changer ça? Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. C'était quoi la question? Procès d'intention. Justement. De la République, troisième mandat. Mais justement, c'est pour dire tout simplement. Voilà, justement, c'est pour dire tout simplement qu'il y a des idées cachées derrière cela. L'intention réelle qu'ils ne veulent pas dire, c'est de faire sauter l'article 220 de la Constitution pour pouvoir briser le nombre de... Le président a été clair, je crois. On vous dit des choses, ce qui s'est fait. Qui n'est pas du tout intéressé par le troisième mandat. Ça, c'est ce que le président dit. Moi, je veux dire qu'il y a un grand fossé entre ce que le président dit et ce que le président fait. Tout ce que le président a promis jusqu'à présent, si on énumère ça sur une échelle de 100%, combien a été exécuté à combien de pourcents? Merci beaucoup. Allez, je suis à vous, cher Lupsin. Si cette constitution est une malédiction, donc le président de la République est le fruit de la malédiction. Christophe Mbosso est le fruit de la malédiction. Kabouya lui-même, comme député national, est le fruit de la malédiction. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Un troisième mandat ou une solution au problème des Congolais? Bon, je pense que avant de pénétrer la question, il faut d'abord se demander est-ce que
les débats autour de la Constitution est une question taboue. Non, non. Parce que on donne l'impression, depuis, surtout du côté de l'opposition, quand les gens parlent de la révision du changement de la Constitution, les gens s'agitent, c'est comme si on ne peut pas parler de la Constitution. Vous savez, nous sommes allés au référendum en 2005 pour voter l'actuelle Constitution. Cette Constitution n'a pas été vulgarisée. Je l'ai dit, vulgarisée parce que même les articles évoqués ici, si vous êtes un journaliste, si vous posez la question ici, personne n'a connaissance de cette Constitution. Mais pourquoi on doit rendre cette question de la Constitution comme une question qui ne peut pas être soumise sur la table et qu'on en discute? Mais en réalité, c'est quoi la Constitution? La Constitution est avant tout, c'est un arsenal de textes juridiques qui organise même l'État et même facilite même son fonctionnement. Mais on peut se mettre autour d'une table, réfléchir. Que dit l'article 218 de la Constitution? Article 218. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition des révisions. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès, l'approuvent à la majorité des 3/5 des membres les composants. Si on parle révision, on ne parle pas changement. S'il vous plaît. Alors que vous prêchez le changement. Je vais y arriver. Est-ce qu'on peut interdire au chef de l'État de jouir de ses prérogatives constitutionnelles? Il parle de ça. Non, mais je vous dis, le chef parle du changement. S'il vous plaît, vous pouvez lire l'article 220. Lisez l'article 220. Article 220. Oui. La forme républicaine de l'État. Oui. Le principe du suffrage universel. La forme représentative du gouvernement. Le nombre et la durée des mandats du président de la République. L'indépendance du pouvoir judiciaire. Le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Il n'y a pas... Est-ce que dans l'article 220, on parle seulement du mandat du président de la République? On parle même du fonctionnement du gouvernement, on parle même de la forme républicaine de l'État. Exact. Nous venons de partager pratiquement un même point de vue avec mon co-débatteur quand nous analysions froidement la question sur la gouvernance de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, après 4 législatures, si nous disons que nous devons nous asseoir et réfléchir sur le fonctionnement des institutions, parce que c'est ça la Constitution. Aujourd'hui, si on peut dire qu'on peut commencer à supprimer certaines institutions budgétivores qui consomment l'argent de l'État, qui ne font rien, nous serons appelés à réfléchir sur la forme républicaine de l'État. C'est-à-dire on ne va pas changer. C'est d'ailleurs la s'il vous plaît, l'article, je crois, s'il vous plaît, l'article, c'est une disposition qui est verrouillée à l'article 220. Ça signifie que non, cette disposition ne peut faire objet d'une révision, parce qu'il y a la révision et le changement. Dès que vous commencez à penser, par exemple, à la forme républicaine, passer soit de semi-présidentielle comme on est actuellement, qu'on repasse au régime présidentiel. Ça, je donne un exemple. Automatiquement, nous sommes en train de réfléchir sur ça. Même dans ce qui concerne le gouvernement. C'est là, c'est verrouillé. Comme ça ne peut pas faire l'objet des révisions à travers cette constitution. Mais si cette question est abordée, nous n'allons plus parler de la révision parce qu'on ne peut pas la réviser dans cette constitution. Dans cette constitution parce que c'est verrouillé. Là, automatiquement, nous devons penser au changement de la Constitution parce qu'on ne peut pas réviser quelque chose qui est verrouillé dans ces textes-là.
Ça, je donne un raisonnement. Je ne dis pas c'est ce qui devra être fait. Le président de la République a dit, jusqu'à ce jour, ça, il a donné un point de vue. Et maintenant, il y aura une commission qui va réfléchir sur l'opportunité de changement ou de la révision constitutionnelle. Une commission qui va rédiger une nouvelle constitution, pas une commission qui va réfléchir. Non, c'est-à-dire, si c'est... Non, on n'a pas parlé, même si c'est... Voyez-vous le président mettre en place une commission qui va s'opposer à sa démarche? Je pense qu'au moment opportun, nous aurons l'option qui sera levée entre la révision et le changement. Mais moi, si vous me demandez, moi, que je donne l'option est déjà un point de vue, parce que nous ne sommes pas encore là, le document n'est pas encore déposé officiellement au niveau de l'Assemblée pour qu'on sache qu'il s'agit réellement de... Ce sont des intentions. La situation peut évoluer, ça je peux vous le dire. Alors, je voulais vous dire quoi? À ce jour, si vous demandez mon point de vue pour dire qu'il faudrait changer ou réviser, je dirais qu'il faut changer. Il faut changer. Après 4 législatures... Pourquoi il faut changer? Après 4 législatures, nous avons constaté quand même que il y a lieu qu'on réfléchisse sur le fonctionnement, même l'organisation de nos institutions. Mais ces institutions sont organisées et sont assises sur la loi fondamentale qui est la Constitution. Et cette question-là ne peut pas être considérée à chaque fois qu'on évoque comme la question de révision ou de changement. On doit s'asseoir sur le mandat du président de la République. Et pourtant, lui-même, partout où il passe, il dit « Je n'ai pas fait allusion au mandat. » Il dit « Non, qu'est-ce qu'il a dit encore ?» Dans son parti politique, on évoque les mandats insignifiants. Non, ça c'était... Le parti politique, c'est le parti politique du président de la République. Depuis qu'il est devenu président de la République, il ne gère pas directement le parti politique. Et vous n'allez pas interdire aussi à un parti politique. Je l'ai dit, politiquement, il est rattaché à Elba. Et c'est la démocratie. Son parti peut émettre un point de vue. Les autres formations politiques, aussi membres de l'Union sacrée, vont émettre aussi leur point de vue, comme c'était le cas avec l'INC et les autres. Après, tout le monde se mettra autour d'une table. On va lever l'option qui sera meilleure pour notre pays. Moi, je dis, et je le répète, au sein de notre formation politique, la Convention pour la République et la démocratie, parti cher au président Mbosso, nous avons levé l'option de changement de la Constitution. Pourquoi nous le disons? À ce jour, nous devons rendre fluide l'appareil de l'État. Et moi, vous avez vu que je n'apprécie pas trop les institutions qui ont été montées juste pour satisfaire les anciens rebelles, les gens qui étaient dans des conflits, qui sont revenus et qu'il fallait qu'ils se retrouvent tous. Voyez par exemple à ce jour, les principes de l'administration voudraient que celui qui nomme, c'est celui qui révoque. Dans notre constitution, le président de la République peut nommer le Premier ministre et aussitôt nommer le président de la République, n'a plus le pouvoir de le faire partir par ordonnance présidentielle. Actuellement avec cette constitution. Pourtant, il a contraint Kambala non, c'est-à-dire, oui, c'est ce qui est demandé. C'est-à-dire, vous pouvez demander à quelqu'un de démissionner, mais je parle de l'acte formel. La démission, c'est-à-dire, c'est informel, on ne peut pas dire... L'acte formel, le président ne peut plus prendre l'acte nommant la première ministre et qu'il en prenne encore pour la révoquer. Non. Pourquoi on a fait ça? C'est l'esprit du législateur de l'époque, c'était... Celui qui aura le quota de Premier ministre soit protégé, qu'il ait aussi des garde-fous par rapport à celui qui est président de la République. Mais en réalité, au regard de certaines situations, la politique est dynamique. On ne peut pas rester dans des textes en réalité qui nous bloquent. Nous ne disons pas que le président de la République a dit que c'est la Constitution qui l'empêche de travailler, non. Mais il est aussi nécessaire que nous ayons ces débats autour de la Constitution. Très bien. Regardez par exemple l'article 51, c'est un article qui a été placé avec intention d'infiltration. Ah bon? Et de légitimer une franche, soit l'infiltration de... L'article 51. Oui, allez-y. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Mais les groupes minoritaires, mes frères, les personnes vulnérables. Mes frères, non, il y a une différence entre, s'il vous plaît, il y a une différence entre les personnes vulnérables et les minorités. Il y a deux nuances. Votre problème, c'est les personnes vulnérables ou les groupes minoritaires. S'il vous plaît, est-ce qu'une constitution peut parler des groupes ethniques? Une constitution de la République.
on parle des citoyens, on parle de peuple. On ne peut pas parler des groupes ethniques. Qui a glissé cet article? C'est justement parce qu'on nous parle des ethnies que vous connaissez. Tout le monde, tous ces étrangers qui entrent chez nous, qui cherchent à obtenir la nationalité. Il y en a qui se déclarent qu'ils sont minoritaires. Nous n'avons pas des tribus minoritaires, des ethnies minoritaires chez nous. Très bien. Ça, c'est inconcevable. Donc, nous voulons dire ceci, mon frère. Le débat autour de la Constitution de la République n'est pas un tabou. À ce jour, si je dois vous donner mon point de vue, je suis pour la suppression des assemblées provinciales. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que ces derniers ici sont des gens qui consomment inutilement le budget de l'État et qui ne font rien. Nous venons vous faites les constats aujourd'hui. Ce n'est pas mal aussi qu'on en parle comme ça. Nous disons, alors si nous devons aller par exemple quitter les semi-présidentielles, monter de toutes pièces, rentrer au régime présidentiel, automatiquement nous devons avoir une nouvelle dernière question avant. Et la question, je chute par là, la question sur la malédiction. Non, pour le pouvoir se représenter. Le président de la République fait tout pour avoir un troisième mandat. Non, il a dit ça. Mais dans tous les cas, il y a toujours des considérations. Il y a la considération juridique, c'est-à-dire que ça donne la possibilité pour dire que non, si vous avez une nouvelle constitution, tout le monde peut se représenter. C'est-à-dire nous entrons dans la 5e République. Mais est-ce que sur le plan politique... C'est votre souhait d'ailleurs. Non, je l'ai dit. Est-ce que la personne, c'est à la personne de lever l'option si je dois me représenter ou pas? Parce que si les compteurs sont remis à zéro, ce n'est pas seulement pour le président de la République, c'est tout le monde. Même celui qui était le sénateur à vie a la possibilité de se représenter. Merci beaucoup. Vous gardez cette question. Vous allez répondre à cela après que Patrick va terminer son argumentaire. Avec une majorité très écrasante dans les deux chambres du Parlement, avec une majorité dans toutes les assemblées provinciales du pays, vous avez le contrôle des finances publiques, vous avez le contrôle de l'armée, de la police, des services de renseignement. Vous avez tout pour impulser une nouvelle dynamique, pour développer même le pays. Il vous manque exactement quoi pour passer à l'action plutôt que de réfléchir au changement de la Constitution? Regardez cette question. Je suis à vous, cher Patrick. Le 14 décembre, vous serez dans la rue. Vous allez tenir un meeting pour mobiliser les Congolais afin de dire non au changement de la Constitution. Il y a même Prince Epeng qui a lancé déjà la campagne. Changeons Félix Tshisekedi et non la Constitution. Vous envisagez bloquer cette initiative de quelle manière? Parce que déjà vous êtes minoritaire. Vous n'arrivez pas à mobiliser sur terrain. Vous êtes une opposition, il y a Pété, il y a Nzala, d'après le président de la République. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement pour barrer la route à ces schémas? Merci. Avant de pouvoir aborder cette question, je ne peux pas passer sans pour autant réagir sur certains propos qui ont sorti par mon co-débatteur. Je crois qu'il a évité certaines de vos questions que vous avez eu à poser. Vous avez lu l'article 51. Il a parlé des groupes ethniques minoritaires. On n'a pas parlé des groupes ethniques minoritaires. On dit l'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Nous savons que notre pays a une richesse. C'est sans ces tribus. Nous n'allons pas nous dissocier de nos tribus. Nous avons plusieurs tribus. Plus de 500 si je ne me trompe pas. Vous comprenez? C'est une richesse culturelle également. Mais dans le sens où nous avons souvent des problèmes liés au tribalisme, liés à ceci et cela, le législateur a voulu que c'est lui qui est à la tête du pays, peu importe son origine, tribale ou encore provinciale, qu'il fasse en sorte que toutes les tribus soient respectées de la même façon qu'on a dit ici, promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse. Parce que toutes les tribus n'ont pas la même culture et tout, etc. Mais quand même qu'ils n'ont pas la même culture, c'est une richesse culturelle pour le pays. Ça, c'est un. Alors, à l'alinéa 2 de l'article 51, on dit « Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. » Bon, j'aimerais dire à mon co-débatteur, moi, nous avons tous étudié, d'aller revoir aussi certaines notes. Nous, on nous a appris, en grandissant, qu'il y a différents groupes sociologiques que nous avons pris. Nous avons des Bantous, nous avons les Semi-Bantous, nous avons les Nilotiques, nous avons les Pygmées. Et dans notre pays ici, les Pygmées sont minoritaires. C'est un exemple épatant. Que l'on doit protéger, si je ne me trompe pas, on les a même introduisés dans l'organisation de l'UNESCO, quelque chose dans ce sens-là, si je me trompe, il va falloir que je vérifie ça encore. Les Pygmées sont minoritaires, qui ne le sait pas. Ne sont-ils pas censés être protégés? Vous avez donné un exemple ici, des handicapés et consorts, ce sont des gens vulnérables. C'est de ça que la Constitution parle. On ne nous parle pas des étrangers, on ne nous parle pas de rebelles et consorts comme ils prétendent et veulent vouloir insérer ça dans la tête des gens. Non, ces genres de propos ne sont destinés qu'aux faibles d'esprit.
quand vos têtes sont bien placées, quand on vous raconte ce genre de choses, vous n'êtes pas obligé d'accepter cela. Parce que la Constitution est claire. On vous dit assurer également la protection et promotion des groupes vulnérables. Les groupes vulnérables, ce n'est pas le M23 qui est en train de nous attaquer là-bas fortement, qu'ils n'arrivent pas à dégager dans notre pays, parce que s'ils étaient vulnérables, mais ce ne sont pas de ces gens-là que l'on parle. On parle des handicapés, on parle de pygmées, on parle de ces genres de personnes-là. Vous comprenez un peu? C'est ça, les groupes vulnérables. Donc, à un moment, nos amis veulent changer des choses, veulent réviser des choses, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent faire en réalité. Ils avancent des articles fallacieux. J'aimerais encore atterrir sur quelque chose qu'il a avancé ici. Il a évité cette question parce que moi, on a parlé de révision, on a parlé de constitution, de changement. Le président, vous avez insisté plusieurs fois, le président a parlé de changement. Mais la constitution prévoit la révision. Mon co-débatteur dit qu'il est d'accord aujourd'hui pour que l'on change les choses. C'est sur base de quel texte? Moi, j'aimerais bien savoir. C'est quel texte ou disposition de la loi qui prévoit le changement de la Constitution? Il n'a pas répondu à cela. C'est ça le problème. Une autre question à laquelle il n'a pas répondu. Le fonctionnement actuel des institutions et consorts ne c'est pas bon par rapport aux réalités de Congolais. Quel est ce problème, moi j'insiste, de la réalité congolaise qui ne cadre pas avec la Constitution actuellement? Le retard dans la mise en place du gouvernement. Et pour finir, non, ça ce sont des problèmes de leur famille politique. La loi prévoit des choses pour bien faire les choses. Ils peuvent faire ça rapidement. C'est une question tout simplement d'intérêt politique dans l'union sacrée. Telle personne veut avoir autant de postes et ça tire les choses en long et en large. Il y a une autre question encore pertinente. Vous m'avez fait perdre le fil d'idée. Toujours sur cette constitution. Ça m'échappe encore. Quand vous... vous m'avez fait oublier. Bon, ça va revenir. De l'opposition est pété. Ça va revenir, ça va me revenir. Qui ne s'est plus mobilisé. Bon, l'opposition a pété. Ce sont de propos que normalement, moi, j'estime que le président ne devrait pas tenir ce genre de propos. Hein. C'est le chef de l'État, c'est le premier citoyen du pays. Il est censé avoir un langage plutôt correct. C'est les combats politiques. Vous comprenez? Il est censé avoir un langage correct. Mais nous connaissons la personne des 100 ans quand il était dans l'opposition jusqu'à maintenant. Donc, rien ne nous étonne. Mais cette opposition a pété. Quand il veut faire des actions, c'est vous qui mettez l'armée sur le terrain pour bloquer les actions de cette opposition et à péter. Vu que vous savez que cette opposition est à péter, laissez les gens faire les actions carrément. Surtout que c'est prévu par la loi. Les droits de dire ce que l'on veut, le droit de s'exprimer, de faire des marches et consorts, de meetings, c'est prévu par la loi. Vous comprenez cela? Alors, si nous sommes réellement l'opposition à péter, qu'on nous laisse tranquille faire nos actions, mobiliser la population comme il se doit, et le mettre sur le terrain comme il se doit. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui qu'il y ait une politique, qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait la majorité de l'opposition, c'est parce qu'il y a un pays, c'est parce qu'il y a une population à gérer. Et cette population doit être avertie, cette population doit être éclairée. Parce qu'aujourd'hui, si nos amis viennent avec cette politique de vouloir changer ou réviser la Constitution, c'est parce qu'ils se disent que cette population-là n'est pas assez éveillée pour pouvoir lire et comprendre. Alors notre travail à nous, c'est quoi? De dire à cette population, voilà, on vous a menti dans cet article ici. Voilà, on vous a menti dans cet article ici. Comme le pasteur dont vous avez parlé, j'oublie encore le nom. Voici l'homme. Il vous dit des choses qui n'existaient pas dans la Constitution. Vous voyez Kabouya, il vous raconte des choses qui n'existaient pas dans la Constitution. Mais on voit des gens passer et nous dire dans la télévision, oh non, voilà. Non, moi j'aimerais dire en grosso modo, c'est clair et c'est simple. Aujourd'hui, on veut changer la Constitution. Il n'y a pas un acte juridique ou constitutionnel qui prévoit le changement de la Constitution. Très bien. Si c'est vrai qu'on nous le dise. Deuxièmement, c'est quoi l'opportunité de vouloir changer la Constitution ou plutôt de vouloir réviser? Parce que moi, je reste sur ce qui est légal. C'est quoi l'opportunité de vouloir réviser? Parce que déjà, le changement est interdit. C'est quoi l'opportunité de vouloir réviser la Constitution aujourd'hui? Nous avons l'état des sièges, nous avons l'état d'urgence. Vous comprenez? Déjà proscrit par l'article 219 de la Constitution, si je ne me trompe pas, où on dit que la Constitution ne peut pas être révisée pendant l'état de siège ou encore l'état de guerre, l'état de santé et ainsi de suite. Alors, nous sommes pendant l'état de siège. Vous voulez réviser la Constitution. L'opportunité n'est pas là. Ça, c'est un. Mais même si on levait l'état de siège, c'est quoi l'opportunité actuellement? Or, les urgences sont légion. Nous avons cette sécurité à l'Est, qui est une urgence de taille. Nous avons le problème des sociales, l'eau, courant, électricité. On a trouvé ça. À quel pourcentage de dessertes en eau ou encore en électricité? On l'a ramené à combien? Ce sont ce genre de choses que les questions que l'union sacrée aujourd'hui qui est en train de gérer doivent se poser. Nous avons trouvé quoi comme dans ces pays et nous avons fait quoi? C'est vrai qu'on va vous avancer les chiffres. Par exemple, généralement, on a trouvé les budgets à tel montant, on l'a ramené à tel montant. Mais avec un petit budget, nous avions un transport qui fonctionnait correctement. Avec un petit budget, nous avions un aéroport, plutôt une société de transport de l'aviation.
Mais aujourd'hui, où en sommes-nous avec ces budgets-là? Donc on va vous dire que non, nous avons fait ceci, mais en réalité, sur le plan pragmatique, on ne retrouve pas ça. Alors merci le peuple beaucoup. N'a pas besoin actuellement du changement ou de la révision de la Constitution, mais par contre a besoin que le président concrétise les promesses qu'il a eu à faire plus de 6 ans après. Voilà. Bien, vous avez ouvert le débat sur la Constitution. Luxin va la conclure. Je vous rappelle encore ma question. Avec tout ce que vous avez comme majorité, comme contrôle sur les finances, sur la sécurité, il vous manque quoi pour résoudre les problèmes des Congolais? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque, pardon, dans cette Constitution, avec tout ce que vous avez comme force, comme puissance politique pour résoudre les problèmes des Congolais? Merci. Je vais revenir un peu en arrière pour parler de rester dans ces débats avant de répondre à votre question du changement de la Constitution. Il y a à l'opposition, peut-être l'opposition même, pendant les élections, les dernières élections de 2023 ici en décembre, il y a eu un candidat président de la République, numéro 4, à savoir Denis Sanga, qui avait comme projet de société, aussitôt investi, c'est pouvoir carrément réviser ou changer la Constitution, parce qu'il était porteur d'un projet de plus de 114 articles, il fallait revoir, y compris la forme de l'État, parce qu'il était celui qui parlait même de toutes ces institutions, des assemblées. Il faut revoir, commencer, ramener le développement à la base. Les émissions sont là. C'est en décembre ici. Même Kamita, par le passé, plaidait pour le renforcement du pouvoir du président. C'est en décembre ici. C'est-à-dire, même s'il parlait de la révision constitutionnelle, mais déjà quand il parle que nous devons supprimer certains postes de Premier ministre et tout ça, il fait allusion à quoi? C'est le changement de la Constitution. C'est Denis Sanga, c'est en décembre ici. Nous avons encore des vidéos. Moi, je peux vous la balancer. Porteur de plus de 114 articles de la Constitution, y compris celles qui sont verrouillées au sein de l'article 220, sans faire allusion au mandat. Mais si c'était une autre personne, c'est une autre personne qui l'a fait, en l'occurrence le président de la République. Cette initiative qui était hier un projet de société d'un opposant, et aujourd'hui porté par celui qui est au pouvoir, devient un péché. Non, ce n'est pas un mystère la Constitution. C'est-à-dire que quand les gens disent non, qu'est-ce qui vous empêche de travailler? Qu'est-ce que c'est la Constitution? Non, la Constitution, on peut avoir un débat. C'est un débat normal autour de la Constitution. Cela ne dit pas que l'État s'est arrêté. Depuis qu'on a commencé à travailler, l'État continue à fonctionner. Mais dans la non, c'est-à-dire s'il y a des insuffisances, les phénomènes Koulouna, mais c'est tout à fait normal. Les problèmes dans une société se poseront toujours et l'État est appelé à y apporter des solutions. Mais ici, nous disons que vous et moi, nous avons discuté aussi, quand on parlait de la mauvaise gouvernance de la vie, c'est-à-dire que nous étions en train de réfléchir comment trouver la solution. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, il faut le remplacer carrément. Lui-même, le président de la République a constaté qu'il y a des secteurs au niveau du gouvernement qui ne bougent pas. C'est pourquoi il a même parlé de remaniement au mois de janvier. L'évaluation aussi. Évaluation et remaniement du gouvernement au mois de janvier. Ça signifie que... pour les mois de novembre n'a pas finalement eu lieu. Il a annoncé ça sur la... Il a annoncé ça. Aucun ministre n'a été évalué. C'est ça aussi. Moi, je peux vous faire confiance parce que le président de la République a deux bras. Les bras, c'est le gouvernement. Et c'est géré par le Premier ministre qui exécute la politique nationale du gouvernement. Oui. Et là, si nous avons des insuffisances, le président ne peut que réfléchir comment y apporter des solutions. Mais cela ne signifie pas qu'on ne peut pas parler de la Constitution. Si vous dites non, qu'est-ce qui vous empêche de payer les gens et tout ça? Revenez sur nos questions. Voilà, j'y reviens maintenant en... Majorité écrasante au Parlement, majorité écrasante dans toutes les assemblées, contrôle des finances, contrôle de la sécurité, des renseignements. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je pense que les débats ici, même mon frère, s'ils accèdent au pouvoir, ils seront toujours confrontés au même problème. Le problème n'est pas la manière dont les élections ont été organisées. Et ces problèmes-là ont toujours été décriés depuis 2006. À chaque fois qu'il y a élection, il y a une réclamation. Ceux qui siègent ont toujours été considérés par l'opposition des gens qui ont été nommés. Et parfois, ils n'ont pas un rendement par rapport à leurs responsabilités vis-à-vis de la population qui les a placés là-bas. Mais c'est qu'est-ce qui favorise ça? C'est justement, c'est la loi fondamentale. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, avec tout ce qu'il y a, les boutiques des partis politiques que nous avons, à chaque élection, vous voyez des partis politiques qui naissent des mosaïques. Ils n'ont qu'un seul objectif, je vous l'ai dit.
Mais c'est la loi électorale qui pose problème. Voilà. Non, je l'ai dit, ce n'est pas. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous devons réfléchir. Ils n'ont qu'un seul souci. C'est coaliser. Ils savent que si vous êtes 10 partis politiques, vous pouvez déjà 10 députés, vous avez déjà un ministre, des mandataires. C'est ce qu'ils voient. Mais maintenant, quand ils viennent, quand les gens disent que non, on bloque l'appareil de l'État pour former le gouvernement. Mais qu'est-ce qui bloque? Généralement, c'est les caprices des partis politiques. Chacun veut avoir. Moi c'est le portefeuille. Ça ou non. Sinon, nous retirons nos députés. C'est un fonds de commerce. Donc, c'est justement ça. Même vous, quand vous venez avec les Congolais, vous allez vous retrouver toujours avec ces députés. Et que vous ne saurez pas gérer parce que la loi leur donne cette possibilité-là de former le gouvernement et de gérer les institutions du pays. Donc, si nous devons réfléchir froidement, nous pouvons dire que cette question, nous pouvons la résoudre parce que ce ne sera pas bénéfique seulement pour Félix Tshisekedi. Même vous aussi de l'opposition, une fois que vous arrivez, vous pouvez en bénéficier parce que la Constitution, elle est la loi qui va gérer le pays. Et Félix a trouvé cette Constitution. Et peut-être s'il changeait la Constitution, celle-là, vous allez aussi la trouver et peut-être elle vous sera aussi bénéfique. Donc, la prochaine Constitution va régler tous les problèmes des Congolais. C'est-à-dire que nous sommes partis des constats. Et je pense que même les constats évoqués par un cadre de l'opposition, je les cite, c'est Délice Sanga, fait partie des réformes envisagées dans la nouvelle Constitution. Répondez à ma question. Oui. Si l'actuelle Constitution n'est pas en mesure de régler les problèmes des Congolais, les problèmes qui rongent la vie quotidienne des Congolais, qu'est-ce qui nous garantit que la prochaine Constitution va mettre fin à tout ce qui nous embête aujourd'hui? D'abord, nous, quand on a soulevé ces débats, nous n'avons pas dit que cette Constitution empêche que le gouvernement gère bien le pays. Non, nous avons décelé certaines failles dans cette... Tout comme aussi le président nous a dit que la prochaine Constitution n'a pas pour objectif de régler les problèmes des Congolais. Alors pourquoi avoir une Constitution qui ne va pas régler nos problèmes? Le problème dans tout ça, et mon co-débatteur a annoncé la notion de la souveraineté. C'est d'abord ce qui est essentiel, c'est que nous ayons de lois qui protègent réellement. S'il vous plaît. Mais il a fait, mon co-débatteur a fait une interprétation pratiquement littérale. Vous savez, il faut avoir des lois qui rassemblent, le Congolais, non, c'est des lois qui les divisent. Ah bon? Quand il a interprété l'article 51, mais il n'a pas vu. Il n'a pas vu là où moi je vu. Peut-être qu'il a une conception juridique. Mais quand il parle des ethnies, il dit que non, ce soit considéré comme ça. Non. On dit toujours dans l'émission Les Régaliens de l'État, l'État est obligé à assurer la protection de tous les citoyens. C'est ce qui est dit. Et nous devons faire cette promotion-là parce que si nous entrons dans les débats des ethnies et des minoritaires aussi, ça signifie que quelqu'un de Bandundu ne peut pas aller travailler au Katanga parce que nous faisons la promotion des ethnies, faisons la promotion des citoyens congolais. Et s'il vous plaît, il y avait une question très importante et par là que je devais commencer. Chez moi dans le Congo, il y a une maladie qui s'est déclarée là-bas. Après 30 morts déjà ou plus même. Plus de 100 morts. C'est-à-dire il y a des symptômes, notamment la fièvre, la toux, et la pâleur chez les nouveau-nés et depuis c'est tout, vous partez. Merci beaucoup. Ces symptômes-là, c'est comme un peu de Covid, mais nous sommes en train d'interpeller le gouvernement. J'ai vu le ministre de la Santé a réagi et nous espérons que des mesures urgentes, parce que la population est en train de mourir et les gens n'en parlent pas. Merci beaucoup. Allez, on va terminer l'émission. Clovis, c'est quand même vendredi, on a droit à 2 minutes de plus. Allez, vous avez démarré l'émission. Je vous donne la possibilité de la conclure en 1 minute. Commentez-nous cette affaire de Lobito, ces partenariats entre les États-Unis, l'Angola et la RDC autour des ressources minières. Pour une certaine opinion, Félix Tshisekedi est allé brader nos minerais pour sa survie politique. Pourquoi Lobito et pas le port de Mwanda? Commentez rapidement en 1 minute. En tout cas, je pense que d'abord quelqu'un qui a dit ça, j'ai même suivi un journaliste qui a tweeté qu'on a bradé et puis il est revenu encore pour donner les contenus même des échanges par rapport à ces partenariats où la RDC est vraiment trempé dedans, comme il va y jouer un rôle essentiel. Mais pourquoi aussi. On va aller parler de minerais en Angola? Non, c'est-à-dire que Joe Biden ne pouvait pas venir ici. Je l'ai dit, nous avons commencé le port à eau profonde de Banana. Si les travaux étaient déjà presque finis, peut-être que ces assises-là pouvaient avoir lieu ici.
Mais ici, il faut aussi voir comment on dit, les voies de communication. Hein? On peut dire que non, les minéraux peuvent quitter Lualaba pour venir ici, mais calculons bien comment ça peut se passer. De Lualaba, les gens peuvent entrer directement en Angola facilement, traverser toute la province et arriver à Mwanda ici. Il faut construire des routes pour le faire. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faudrait... Oui, c'est ce que j'ai dit. Pourtant, avec les centres financiers, vous avez dépensé 450 millions. Non, c'est ce que je voulais qu'on analyse froidement. C'est-à-dire voir aussi le coin où nos minéraux stratégiques se trouvent, avec la communication avec certains pays voisins, notamment la Zambie et l'Angola. Est-ce qu'à travers l'accord, est-ce que ça peut faciliter en termes de communication, hein, les voies de communication, c'est facile. Merci Mais beaucoup. pourvu que, comme ça a été dit là-bas, que la République démocratique du Congo se retrouve dans ça. Et au regard de tout ce qui a été dit là-bas, nous n'avons rien perdu et bien au contraire, nous avons tiré beaucoup de dividendes. Les États-Unis ont insisté aussi ou ont martelé sur la gouvernance du pays. Ça pose un problème. Bon, ils ont toujours dit ça. Est-ce que ces partenariats sera bénéfique pour les Congolais? Si. Sachant que la corruption, la surfacturation, les détournements, nous sommes un État souverain. Nous sommes un État souverain et peut-être nous n'avons pas un État caporal ou bien un État maître qui va nous dicter ce que nous devons faire par rapport à... Nous sommes en train de résoudre nos problèmes à l'interne entre les Congolais et nous travaillons dans le sens de pouvoir chercher le bien-être des Congolais. Très bien. Et nous le ferons nous-mêmes sans un dictat extérieur. Merci beaucoup. Allez, une minute, cher Patrick, pour conclure. Merci. Certainement, vous allez rebondir aussi sur la constitution, mais en tout cas, faites un effort de rester dans le temps. Et puis, commenter cette affaire de Lobito. Bon, premièrement, d'abord, j'aimerais éclaircir la question de Denis Sanga. Je crois que lui-même a déjà dit qu'on avait dénaturé son idée et ce n'était pas censé faire l'objet d'un changement, plutôt d'une révision. C'est une précision de taille. Deuxièmement, je m'attelle encore sur la question du changement de la Constitution. Mon co-débatteur n'a pas pu dire, la public au Boran Nabiso, article ligne en Constitution où il permet de changer. Jusqu'à là, rien du tout. Quel est un soubassement? Non, moi je parle de l'article 64, la ligne 2. Ça, c'est le second point. Le troisième point, c'est l'article... Non, mais je parle de l'article 64, la ligne 2, où on vous interdit de renverser le régime constitutionnel. L'article 51, j'ai été clair. Je n'ai pas dit qu'on fait la promotion des ethnies. Non, nous sommes censés faire la promotion des ethnies, dans le sens culturel. Parce que quand nous recevons les étrangers ici, quand ils viennent, on veut savoir au Kassai ça se passe comment, au Bandounou ça se passe comment. Ils partent même avec nos statuts et tout ce qu'ils vont avec là. Alors, l'esprit de la Constitution a voulu que, parce qu'on doit tenir compte des réalités, parce que vous parlez de réalité congolaise, de comprendre qu'au sein de la population congolaise, il y a ce qu'on appelle le tribalisme. Et ce tribalisme est accentué par les différents politiciens. Question d'éviter ce genre de choses-là, des tribalismes, des discriminations, etc. C'est pour cela qu'on a eu à écrire cela. Pour dire tout simplement qu'on doit ramener tout le monde, faire la promotion de toutes les cultures. Parce que ça contribue à la richesse. Il ne faut pas voir ça dans le sens de pouvoir avantager tel secteur. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis que la Constitution était claire en son article 51. C'est ça aussi que vous n'avez pas voulu bien dire. C'était clair. Alors, je réponds sur cette question de Lobito. Écoutez, nous avons observé depuis l'accession au pouvoir du régime actuel, les différentes décisions qu'ils ont eu à prendre jusqu'à présent n'étaient pas fameuses pour l'intérêt de la nation congolaise. Pourquoi vous voulez toujours que nos minerais soient bradés ailleurs, que ça doit passer ailleurs? Le président est allé en son temps signer des accords avec son frère Kagame pour que nos minerais, soient raffinés au Rwanda. Pourquoi on ne pouvait pas créer ici une entreprise de raffinage ici? Pourquoi aujourd'hui on doit construire une route qui passera par l'Angola? Aussi longtemps qu'il y a possibilité de créer une route qui part du Katanga, Bandundu jusqu'au Bas-Congo. Déjà que nous avons un problème sérieux d'infrastructure en termes routiers au niveau du pays. Je crois que l'un des points du gouvernement actuel, c'est la connectivité au sein du pays. Pourquoi on n'a pas pris cette idée-là? Le coucher dans le projet du gouvernement et ensuite vouloir construire une route normalement qui partira du Bas-Congo jusqu'au Katanga, jusqu'à l'Est et ainsi de suite. Pourquoi vous voulez passer par l'Angola toujours? C'est un signe patent toujours de mauvaise gouvernance que ces gens nous ont apporté. Merci beaucoup, cher Patrick Mvi. Kilocho Moussé me message de vous saluer. Il vous suit en direct. Ok, qu'il soit salué. Il est dit fier de vos analyses. Merci beaucoup. Allez, ça n'est fini. Grand merci à vous également, cher Lupsin. Je pense vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup. Je salue aussi
mon co-débatteur pour ces débats. Vous allez saluer les patriarches Christophe Mosso. Non, je vais chuter par là parce que je ne peux pas conclure l'émission sans saluer les sages de la République. Merci beaucoup. Je les salue aussi. Très bien. Allez, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à tous les amis de l'équipe technique qui nous ont tenu compagnie durant toute la semaine. Louison Kiassi, grand merci à vous. Lendilois, Clovis KMB, grand merci à vous également. Allez, retrouvez-moi ce soir. Mais notez bien, chacun payera sa facture. À lundi, mesdames et messieurs, au revoir.